Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour un nouveau JT dont voici les titres. Nous avions suivi il y a près de 6 ans maintenant son tour du monde en avion solaire. Bertrand Piccard n'a depuis jamais cessé son investissement pour la protection de notre planète. Le président de la Fondation Solar Impulse sera avec nous pour aborder ses tout derniers projets. Nous nous sommes également intéressés ce soir à la justice de notre pays et plus précisément à l'ordre des avocats du barreau de Monaco. Quel est son rôle ? Comment la crise a impacté ses missions et quels sont ses dossiers pour l'année 2021 ? Tous ces points seront détaillés par le bâtonnier Régis Bergonzi. Nous parlerons également culture dans ce journal avec la prochaine exposition du NMNM de l'artiste japonais Shimabuku. Et nous vous proposerons en fin de journal un focus sur le conte Ori de Rossini, présenté à l'Opéra de Monte-Carlo. Mais avant cela, je vous l'annonçais en titre, Bertrand Piccard ne cesse de développer ses projets en faveur de l'environnement. À travers sa fondation Solar Impulse, il s'est lancé le défi de sélectionner 1000 solutions rentables pour protéger notre planète. Et ce n'est pas son seul projet. Bonsoir Bertrand Piccard. Bonsoir, comment ça va ? Bien, merci, et vous ? Excellent. Bertrand, pour vous, il est possible de lutter contre le changement climatique tout en générant des profits. Absolument, et ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire maintenant, c'est à parler le langage de ceux qu'on veut convaincre, c'est-à-dire le monde politique et le monde économique, le monde industriel. Il résonne en termes de création d'emplois, en termes de profit, et il faut montrer aujourd'hui que les solutions existent pour à la fois créer de l'emploi et faire du profit, et protéger l'environnement. Et c'est ce que nous faisons avec la Fondation Solar Impulse maintenant depuis plusieurs années. Et c'est le message que vous avez souhaité transmettre en lançant vos 1000 solutions efficientes pour protéger la planète. Exactement, j'ai toute l'équipe de la Fondation qui travaille avec des innovateurs et aussi des grandes entreprises dans le monde entier depuis des années. Et nous arrivons très très bientôt, d'ici quelques semaines, à la 1000e solution labellisée comme rentable pour protéger l'environnement. On va bien sûr pas s'arrêter à 1000, on va continuer parce qu'il y a encore plusieurs centaines de solutions qui sont dans le pipeline de nos experts, mais ça montre qu'il y a beaucoup de solutions, énormément de façons de prouver que la protection de l'environnement rapporte plus que la destruction de l'environnement et qu'on peut totalement réconcilier l'économie et l'écologie. Le but, c'est surtout de présenter ce portfolio de solutions aux dirigeants et aux chefs d'État. Exactement. Montrer le portfolio, 1000 solutions et plus bientôt, et puis tout un moteur de recherche à l'intérieur de cet outil qu'on appelle le guide des solutions et qui permet pour chacun, que ce soit un individu, une entreprise, une région, un pays, d'aller chercher ses besoins. Bertrand, vous n'êtes jamais avare de nouvelles missions. Parlez-nous de ce nouveau projet avec un constructeur automobile dont vous êtes devenu l'ambassadeur, la promotion de la voiture électrique dans le sport auto, c'est ça ? Voilà. Vous savez, la voiture électrique, pendant longtemps, c'était une anecdote. C'était pas assez d'autonomie, pas assez de vitesse, c'était pas beau, c'était un peu la voiture de l'écolo qui n'avait pas de succès. Et aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Aujourd'hui, quand on voit ce que fait Hyundai avec la Veloster, c'est une voiture de course qui est beaucoup plus rapide qu'une voiture de sa catégorie avec moteur thermique. Et j'ai eu l'immense chance de pouvoir essayer cette voiture il y a quelques jours à Monaco avec le Prince Albert et j'étais soufflé parce que vous avez des meilleures performances en étant propre et électrique qu'en ayant une voiture qui fait du bruit et de la fumée. En gros, c'est tout aussi fiable et ça peut être aussi synonyme de performance. Mais c'est plus de performance. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment montrer que c'est attrayant. Et le sport automobile, surtout à Monaco, avec cette tradition extraordinaire de vitesse et de technologie, eh bien, il y a aussi la passion du Prince Albert pour l'environnement. Eh bien, maintenant, ça peut se mettre ensemble. Et un nouveau défi vous attend à présent, très prochainement, au mois de mars, je crois, à Val Thorens, c'est ça ? Alors, à Val Thorens, c'est une tentative de record avec une Hyundai Nexo. Alors, la voiture de série, là, c'est plus une voiture de course, c'est une voiture de série à hydrogène. Il faut bien sûr que l'hydrogène soit fait de manière propre, avec des énergies renouvelables, et ça permet comme ça de transformer cet hydrogène dans une pile à combustible pour alimenter un moteur électrique. Alors, j'ai fait il y a 2 ans le record du monde de distance sur route avec une Hyundai Nexo, avec 6 kg d'hydrogène. J'ai fait pratiquement 800 km. Maintenant, ce sera un peu autrement. Ce sera en conditions extrêmes sur le circuit de Val Thorens
Ce sera Adrien Tambay, le fils de Patrick Tambay, qui était pilote de Formule 1, qui a couru à Monaco plusieurs fois. Lui va essayer de tourner pendant 6 heures en endurance avec cette voiture à hydrogène et il prendra un certain nombre de passagers. Moi, je ferai la dernière étape avec lui. C'est la performance et l'environnement ensemble, combinés. Dernière question, Bertrand Piccard. Comment voyez-vous le monde d'après pour l'environnement, celui d'après cette pandémie? Cette pandémie a donné un coup terrible à l'économie, ce qui a justifié maintenant que des gouvernements mettent des milliards d'euros à disposition pour ce qu'ils appellent la relance économique. Mais cette relance, elle doit se faire dans l'efficience et dans l'écologie et pas dans les vieilles technologies. C'est clair que ce serait aberrant de soutenir une entreprise automobile pour continuer à fabriquer des moteurs polluants qui seront de toute façon interdits dans les villes dans 5 ou 10 ans. Donc il faut que cet argent serve à stimuler tous les nouveaux secteurs technologiques dans la mobilité électrique, la rénovation des bâtiments, les smart grids, c'est-à-dire la gestion intelligente de l'énergie. Il faut que partout, on ait une efficience, une économie d'énergie et qu'on ne soit pas, comme dans le monde d'avant le Covid, un monde gaspilleur où 75% de l'énergie, 50% de la nourriture, 95% des déchets soient perdus. Même les déchets sont perdus. Donc, ce que je vois, c'est que si on n'apprend rien de la crise, on refera ce qu'on avait avant et on aura un monde fragile, inéquitable, dangereux, polluant et inefficient, ou alors on fabrique un nouveau monde, une nouvelle infrastructure pour tous les pays dans lesquels on sera efficient, beaucoup plus propre, on aura plus d'emplois créés et on aura beaucoup plus de rentabilité. Merci beaucoup Bertrand Piccard d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir. On retrouve Frédéric Hélion pour un point sur l'actualité. Bonsoir Frédéric. On débute avec cette information concernant des travaux de voirie. Nous vous proposions dans une précédente édition un point sur ce qui est réalisé au début du boulevard du Jardin Exotique. Voici de nouvelles informations concernant des travaux qui vont débuter eux aussi le 22 février pour se terminer vers le 7 mai. Ah oui, ce sont des travaux qui vont se passer rue du Rocher sur le boulevard Charles III, à proximité de la place d'Armes. Ce sont des travaux réalisés pour le compte de la SMEG. De la même manière, c'est le renouvellement du réseau existant qui date celle-ci de 1960, donc qui est également très vieillissant. On va en profiter pour réfectionner également l'éclairage public. Nous avons une première phase durant laquelle on va devoir dévier la ligne des bus qui a emprunté le tunnel Serra-Vallée pour desservir le port. Donc ça va durer une semaine, du 22 au 26, ils vont devoir emprunter la place d'Armes. On passe Frédéric à cette aide du gouvernement princier dans le cadre du plan de relance en principauté. Si vous désirez changer vos fenêtres, vous pouvez bénéficier d'une subvention allant jusqu'à 400 € et 40% du montant TTC des travaux par fenêtre. Un bonus de 5% d'aide est accordé si les travaux sont réalisés par une entreprise monégasque. Et on termine par cette belle initiative de l'AS Monaco Volleyball. Des jeunes du club se sont rendus au Grimaldi Forum hier après-midi pour remettre des fleurs au personnel mobilisé du centre de vaccination. Une belle manière de les remercier pour leur engagement au quotidien. Merci Frédéric. Il est temps à présent d'accueillir notre deuxième invité. Il s'agit du bâtonnier de l'Ordre des avocats. Avec lui, nous allons évoquer l'année 2020, mais aussi aborder les grands dossiers à venir. Bonsoir Régis Bergonzi. Bonsoir Émilie Rousseau. Tout d'abord, monsieur le bâtonnier, vos missions sont vastes, mais quel est le rôle du Conseil de l'Ordre des avocats? Le Conseil de l'Ordre des avocats représente la profession des avocats ici en Principauté de Monaco. Il doit défendre cette profession. Il est aussi interrogé sur des textes susceptibles d'intéresser notre profession ou que nous pratiquons, comme les règles de procédure. Et nous avons aussi un rôle disciplinaire pour s'assurer du bon respect de nos règles déontologiques par les membres de l'Ordre. Alors, quelles sont les règles de déontologie des avocats? Elles sont nombreuses et tous les avocats les connaissent précisément. Mais par exemple, on pourra citer les questions de succession d'avocats dans un même dossier ou alors la question des conflits d'intérêts. Il y a combien d'avocats à Monaco? Vous avez d'ailleurs organisé sans encombre l'examen d'entrée au barreau? Nous sommes actuellement 31 et dans quelques jours 32 avocats défenseurs, avocats et avocats stagiaires en Principauté de Monaco. Une jeune juriste vient tout juste de réussir l'examen du barreau et va donc accéder à notre profession. Et l'année dernière,
une autre consoeur a également réussi l'examen du barreau et donc est venue renforcer nos rangs. 2020 aura été une année particulière, monsieur le bâtonnier. Comment cette crise a impacté votre travail? Quelles leçons en tirer? Il a fallu, au tout début, au mois de mars, il a vraiment fallu que nous essayions de trouver des solutions qui ne tenaient que tout au plus 24 heures. Et tous les jours, il fallait essayer de s'adapter un peu mieux pour arriver à reprendre le contrôle sur la situation. Le palais de justice a été très limité dans ses accès pendant un certain temps. Puis petit à petit, des choses ont été mises en place pour arriver à faire face et à s'organiser et à ce que la justice puisse reprendre son cours. Alors pas de manière optimale, mais de manière suffisamment convenable en fonction des intérêts en présence et notamment du risque sanitaire. Oui, et l'année 2020 s'est clôturée par le vote de la loi contre le blanchiment d'argent, la lutte contre la corruption et le financement du terrorisme. C'est une loi importante, hein. Alors c'est une loi fondamentale pour Monaco et notamment sur la visibilité de la principauté et son appréhension sur la scène internationale. Pour l'Ordre des avocats, cette loi marque un changement important parce que nous avons été entendus, nous les membres du Conseil de l'Ordre, au Conseil national. Et cet entretien ne s'est pas soldé par une simple prise de température. Elle a abouti à de nombreux amendements du texte proposé. Et au final, le bâtonnier a vu ses attributions extrêmement renforcées à nombre de titres dans la lutte contre le blanchiment. C'est-à-dire qu'il devient désormais, dans la loi applicable à ce jour, il devient le référent, l'organe de contrôle des membres de l'ordre et celui qui doit recevoir les déclarations de soupçons et de décider s'il y a lieu ou non d'une transmission ultérieure de ces déclarations de soupçons. Nous parlons de cette loi, mais vous êtes d'ailleurs consulté régulièrement sur les réformes législatives. Oui, tout à fait, notamment sur deux très gros chantiers qui nous intéressent, l'un relatif à la réforme de la procédure civile et l'autre relatif à la réforme de la procédure pénale. Nous avons souhaité et obtenu de pouvoir communiquer le texte qui était en préparation à l'ensemble des membres de l'ordre. Nous avons transmis toutes leurs observations, recommandations aux autorités compétentes, autorités judiciaires compétentes notamment, et nous avons pu faire valoir notre point de vue sur nombre de sujets. Alors quels sont les autres dossiers que vous souhaiteriez mener à bien en 2021, monsieur le bâtonnier ? On peut citer notamment, alors dans le rôle social que les avocats ont à Monaco, il faut savoir que les avocats de Monaco remplissent quelques 1300 missions au titre de l'assistance judiciaire chaque année, et notamment pour l'année 2020. Donc c'est un travail tout à fait considérable. Si vous avez des ressources inférieures à 1 666 € par mois, vous avez le droit à un avocat qui pourra défendre vos droits et vous assister. Mais se poser la question de l'accès au droit pour la tranche intermédiaire entre ce seuil que je viens de citer et des gens qui ne pourraient pas nécessairement faire face à des frais de justice. Dans ce cadre, un projet est en discussion que nous appelons de nos vœux, tendant à la mise en place d'une assistance judiciaire partielle. Par ailleurs, indépendamment de cela, nous avons fait appel au volontariat au sein de l'ordre et une liste de 7 avocats a été mise en place pour assister au mieux l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Merci beaucoup Régis Bergondy d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Ouvrons une page culture à présent et commençons par cette exposition qui ouvrira ses portes au public demain, vendredi 19 février. La sirène de 165 mètres et autre histoire est à découvrir au NMNM à la Villa Paloma. Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni ont pu se rendre sur place pour vous donner un avant-goût. Hans Andersen et Walt Disney ont largement contribué à l'image que l'on se fait d'une sirène, c'est-à-dire petite. Eh bien ici, oubliez tout cela. Une fois le seuil de la Villa Paloma passé, le visiteur plonge dans cette exposition où une sirène de 165 mètres est à l'honneur. Elle trouve son origine dans une légende médiévale japonaise découverte par l'artiste.
Pour comprendre cette exposition au NMNM, il faut se plonger dans le travail de Shimabuku. En 1998, il commence son œuvre. Donc à Monaco, évidemment, on a absolument tenu à impliquer les acteurs locaux. Et l'idée, c'était de faire vivre cette légende traditionnelle japonaise en la liant à certaines traditions monégasques. Donc on a proposé à Shimabuku de faire réaliser une fougasse traditionnelle monégasque en forme de sirène à l'échelle 1/100e, ce qui était un vrai défi qui a été relevé par Marc Costa, qui nous a livré cette sirène magnifique qui a été réalisée, je dois dire, en étroite collaboration avec Shimabuku, qui est allé dans leur atelier, qui a mis la main à la pâte vraiment. Une autre forme aussi de récit qu'on a produit, effectivement, c'est cette plaque commémorative que l'on retrouve sur les monuments de Monaco, sur les chapelles, et qui va raconter en monégasque, ça a été traduit en monégasque, la légende de la sirène. Alors Shimabuku avait très envie, un peu en clin d'œil à l'idée de cette sirène géante, de s'imaginer quelle pouvait être la taille de la plus grande femme de Monaco. Et le musée a passé une petite annonce, à la fois dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et la plus grande femme qui nous a répondu est une joueuse de volley-ball professionnelle. Participatif et poétique, les adjectifs ne manquent pas pour décrire le travail de l'artiste qui repose sur une esthétique relationnelle afin de relier le plus grand nombre de personnes. Preuve de cet aspect à la fois artistique et collaboratif, cette œuvre réalisée à partir de pierres récupérées après la démolition de la villa Ida dans le quartier Platy. Actually, these elements, like a concrete or block or brick, came from one house. Of course, they had to throw away somewhere, but I wanted to give another life to the things, it has to throw them away. Montréal, Sydney et Monaco, l'artiste a demandé à de nombreuses personnes de s'approprier la légende de cette sirène afin de lui donner une nouvelle forme et de poursuivre sa légende. Ici, en Principauté, les enfants ont aussi été sollicités. Cette salle est ainsi le fruit de leur interprétation à découvrir jusqu'au mois d'octobre. Culture toujours, Rossini a souvent été joué à l'Opéra de Monte-Carlo, mais cette œuvre n'a jamais résonné en Principauté. L'orchestre Les Musiciens du Prince, dirigé par Jean-Christophe Spinozzi, présente à partir de demain le Contori, avec dans le rôle de la comtesse Adèle, Cecilia Bartoli. La mezzo-soprano est également entourée d'une très belle distribution. José Sacré, Serge Prémont et Louis Borgia ont assisté à la Générale. C'est notre Focus Info du jour. Chef-d'œuvre de grâce, de drôlerie et de verve inimitable, le Contori de Rossini est donné pour la première fois à l'Opéra de Monte-Carlo, avec Maxime Mironoff le Contori, Rebecca Olvera Isolier et la merveilleuse Cecilia Bartoli dans le rôle de la comtesse Adèle. Quand je suis venue ici la première fois, quand j'étais toute jeune, le Mordelais, M. Mordelais m'avait invité. Lui, il avait fait déjà plusieurs opéras de Rossini, mais c'est vrai que je pense que ce sera la première fois, et je me réjouis parce que c'est, comme je disais avant, c'est une chef-d'œuvre absolue. Et on a aussi un cast exceptionnel et metteur en scène. Et les metteurs en scène, bien sûr, Patrice Courrier, Moschellard, avec lesquels j'ai déjà travaillé plusieurs fois, qu'ils ont fait un travail magnifique. Spinozzi, le chef d'orchestre, qui joue pour la première fois, qui dirige l'orchestre Les Musiciens du Prince pour la première fois. Alors c'est vraiment, c'est une très belle, je pense que c'est une chose très, très belle et très importante, oui. Jean-Christophe Spinozzi, le Contori est un opéra bouffe d'après un vaudeville et un livret assez banal d'Eugène Scribe. Mais quelle musique! C'est toute l'histoire du monde, je ne dis rien, mais ce Contori qui veut, dans les 2 actes, avec ses amis, absolument rentrer dans le château de la comtesse pour avoir la comtesse et toutes ces dames, et boire le vin de la cave, c'est le sujet de l'opéra. Et à chaque fois, finalement, il n'y arrive pas. Mais non, voilà. Donc, je suis d'accord avec vous. Il y a un gap, comme on dit aujourd'hui, entre le sublime de la musique et le côté absolument trivial et sauvage de l'histoire, mais tellement comique. Et ce différentiel, ça crée une poésie aussi et une énergie incroyable pour cette œuvre.
quelle musique. Là, c'est une chef-d'œuvre absolue. Moi, c'est une des opéras préférées que j'aime de Rossini. Et je chantais plusieurs opéras de Rossini. Je dois dire que celle-là, du début jusqu'à la fin, c'est vraiment en crescendo jusqu'à la fin. Et musicalement, pour chaque chanteur, vraiment, Rossini a écrit des airs magnifiques et des ensembles magnifiques aussi. Il y a le trio, par exemple, dans le deuxième acte. C'est un moment de grâce, vraiment. Il était dans un état de grâce pur. Jean-Christophe Spinozzi, vous dirigez pour la première fois les musiciens du Prince, mais vous avez très souvent travaillé avec Cecilia Bartoli. C'est toujours une joie, c'est la personne la plus belle qui soit, c'est-à-dire c'est la plus grande artiste du monde et en plus c'est la plus gentille. Cet opéra devait être donné l'an dernier. C'est le confinement qui a tout arrêté. Évidemment, heureusement, vous avez la possibilité de le doigt encore. C'est la première, c'est après-demain. De nous l'offrir cette année. Mais vous savez qu'à Monaco, depuis le mois de novembre, décembre, tout était presque normal côté spectacle, avec bien sûr des conditions sanitaires particulières. Qu'est-ce que vous pensez de cette, en quelque sorte, résistance de Monaco face au Moi, Covid? je pense que ça, c'est incroyable. C'est tellement un privilège. On se trouve dans un moment, on est vraiment de privilégiés. Et là, c'est vrai qu'on a besoin de le vaccin, ça c'est sûr. Mais la musique, c'est très important aussi. Alors, plus de musique, plus de concerts, moins de médicaments, parce que les gens souffrent tellement de solitude. C'est vrai, c'est un moment difficile, mais il faut continuer à faire la musique avec toutes les précautions. Oui. Et tout l'art, enfin, toutes les formes d'art, bien sûr. Le Contori de Rossini à découvrir donc dès le 19 février à l'Opéra de Monte-Carlo. On passe aux prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de vendredi, Frédéric? Une belle journée, Émilie, avec du soleil et quelques nuages qui ne viendront pas altérer le beau temps. Le thermomètre affichera 8 degrés le matin et 14 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h22 pour se coucher à 18h06. Vendredi 19 février, nous fêterons les Gabins. Merci Frédéric. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure, pour un nouveau JT. Nous parlerons notamment de l'initiative de l'AS Monaco Rugby qui propose une activité sportive pour tous. On se quitte justement sur les images de Michael Alési. Belle soirée à tous et à demain sur Monaco Info.